Un simple « je te quitte » sur mon téléphone. Mon mari, celui avec qui j'ai partagé 15 ans de ma vie, venait de tout réduire à ça. Et la cerise sur le gâteau, il s'envolait pour Rome avec sa nouvelle conquête, une jeunette de 20 ans. J'ai souri. Il pensait m'anéantir, mais il ne savait pas à quel point j'étais prête à jouer. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un nom familier s'est affiché. Antoine, mon mari. Un froncement de sourcils a ridé mon front. Antoine était en voyage d'affaires à Lyon, un séminaire ennuyeux dont il se plaignait depuis des semaines. Pourquoi m'envoyer un message à cette heure tardive? J'ai déverrouillé l'écran, le cœur battant légèrement plus vite sans raison apparente. Le message était court, concis et a eu l'effet d'une douche froide. « Je te quitte. Je pars à Rome demain avec Clara. Elle a 20 ans. Ne me contacte plus. » Clara, la nouvelle stagiaire de son bureau. Une gamine à peine sortie de l'adolescence, avec ses grands yeux innocents et son rire cristallin qui m'avait toujours semblé un peu forcé lors du dîner de Noël de l'entreprise. Je me souviens avoir échangé un regard avec Sophie, la femme de son collègue, un regard qui disait clairement « C'est elle, la prochaine ». On avait ri incrédule en se disant qu'Antoine, à 42 ans, avait plus de jugeote. Apparemment, on s'était trompé. J'ai relu le message plusieurs fois, comme si les mots allaient les changer, comme si c'était une mauvaise blague. Mais non, c'était bien là, noir sur blanc. Mon mari, mon compagnon depuis 15 ans, l'homme avec qui j'avais construit une vie, venait de mettre fin à notre histoire par un simple SMS. Et pour couronner le tout, il partait en escapade romantique avec sa jeunette. Un rire nerveux m'a échappé. Rome. La ville de l'amour. Quelle ironie! J'ai posé mon téléphone, les mains tremblantes. 15 ans de souvenirs, de projets, de rires et de larmes réduits à quelques mots froids, et impersonnels. J'ai regardé autour de moi notre chambre, les photos encadrées sur la commode, le peignoir d'Antoine négligemment jeté sur le fauteuil. Tout semblait normal, paisible, ignorant le cataclysme qui venait de se produire. Un autre message est arrivé. Encore d'Antoine. J'ai vidé notre compte joint. J'en avais besoin pour le voyage. Ne t'inquiète pas, tu te débrouilleras. Suivi d'un petit lol narquois. Là, quelque chose a basculé en moi. La surprise et la tristesse ont laissé place à une colère froide et tenace. Vider notre compte joint, mais c'était notre argent, le fruit de nos efforts communs. Et ce lol condescendant, l'arrogance de cet homme me donnait envie de hurler. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui m'assaillait. Hurler ne servirait à rien. Antoine n'était plus là, il était déjà ailleurs, probablement en train de préparer son escapade romantique avec sa poupée de 20 ans. Il fallait que je réfléchisse, que je garde la tête froide. Je me suis levée et j'ai erré dans l'appartement comme une lame en peine. Le salon où nous avions passé tant de soirées à regarder des films, la cuisine où nous avions partagé des milliers de repas, la petite bibliothèque remplie de nos livres préférés. Chaque pièce portait l'empreinte de notre histoire commune, une œuvre histoire qu'Antoine venait de déchirer sans la moindre considération. Je me suis arrêtée devant le miroir de l'entrée. J'ai observé mon reflet. Des yeux rougis, des traits tirés, mais une lueur nouvelle s'y brillait au fond. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la détermination. Antoine pensait que j'allais m'effondrer, pleurer toutes les larmes inertes de mon corps, le supplier de revenir. Il se trompait lourdement. Je m'appelle Sophie, et à 38 ans, je viens de recevoir la rupture la plus lâche et la plus insultante de l'histoire. Mais Antoine allait vite découvrir que j'étais loin d'être une femme brisée. Les jours qui ont suivi ont été un mélange étrange de calme apparent et de tempête intérieure. J'ai continué à aller travailler à ma galerie d'art, le sourire aux lèvres pour mes clients, comme si de rien n'était. Seule ma meilleure amie, Léa, était au courant. Je lui avais raconté toute l'histoire en détail, et elle avait été aussi indignée que moi. « Il est sérieux, là? Vider le compte joint? Et ce message... Quelle ordure !» s'était-elle exclamée au téléphone, sa voix pleine de fureur. « Oui, et il est déjà à Rome avec sa Clara », avais-je répondu, essayant de garder un ton neutre. « Rome? Mais c'était votre rêve d'y aller ensemble, non ?» Un pincement au cœur. Oui, c'était vrai. On avait toujours rêvé de visiter Rome, de flâner dans ses rues pittoresques, de lancer des pièces dans la fontaine de Trévi, de déguster des glaces artisanales. Antoine savait à quel point ce voyage me tenait à cœur. Et c'est précisément là qu'il avait choisi de s'envoler avec une autre. Le cynisme de la chose me coupait le souffle. Apparemment, il a trouvé une meilleure compagnie. Avais-je fini par dire, un sourire amer sur les lèvres. Léa avait insisté pour que je vienne dormir chez elle, mais j'avais refusé. Je ne voulais pas me cacher, ni donner l'impression que j'étais une victime.
Cet appartement était aussi le mien, et je n'avais pas l'intention de le quitter. Pendant la journée, je m'efforçais de rester occupée, de me concentrer sur mon travail. Mais le soir, une fois seule, les souvenirs revenaient en force. Je repensais à nos débuts, à notre mariage, à l'achat de cet appartement, aux projets que nous avions faits. Tout semblait si loin, comme un rêve qui s'était brisé en 1000 morceaux. Pourtant, au milieu de cette tristesse lancinante, une petite voix en moi murmurait autre chose. Ce n'était pas de la pitié pour moi-même. C'était une soif de justice, un désir ardent qu'Antoine regrette amèrement sa décision. J'ai commencé à observer attentivement les détails de notre vie commune, les petites choses que j'avais peut-être ignorées ou négligées. Les soirs où il rentrait tard du travail, soi-disant à cause de réunions interminables. Les messages qu'il cachait sur son téléphone. Le parfum floral et entêtant que j'avais senti sur sa veste il y a quelques semaines et qu'il avait attribué à une collègue un peu trop tactile. Tout prenait un sens nouveau, un sens amer et révélateur. Il y avait aussi ses changements d'humeur, son impatience soudaine, son besoin constant de se sentir jeune et désirable. Il s'était mis à fréquenter assidûment la salle de sport, à acheter des vêtements plus jeunes, à utiliser un vocabulaire branché qui ne lui ressemblait pas. Je m'étais dit que c'était une crise de la quarantaine tardive, une tentative ridicule de se raccrocher à sa jeunesse. Mais en réalité, il préparait le terrain pour sa nouvelle conquête. Un soir, en rangeant notre chambre, je suis tombée sur une vieille boîte en carton remplie de photos. Des clichés de notre mariage, de nos voyages, de nos anniversaires. Sur la plupart des photos, nous étions souriants, heureux, amoureux. J'ai pris une photo de nous deux, jeunes et insouciants, et je l'ai serrée contre mon cœur. À cet instant, j'ai ressenti une tristesse profonde, mais aussi une forme de détachement. Cet homme sur la photo n'était plus celui qui m'avait envoyé ce SMS laconique. Il avait changé, il était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'ai reposé la photo et j'ai refermé la boîte. Il était temps de tourner la page, de laisser ce passé derrière moi. Mais je ne pouvais pas le faire sans m'assurer qu'Antoine comprenne l'ampleur de sa trahison. J'ai commencé à faire des recherches discrètes. J'ai contacté une amie avocate, maître Dubois, en lui expliquant brièvement la situation. Elle m'a conseillé de rassembler tous les documents importants, relevés bancaires, contrat de mariage, factures. Elle m'a assuré qu'Antoine ne pouvait pas vider notre compte joint impunément. « Il y a des lois, Sophie », m'avait-elle dit avec un ton rassurant, « et je suis là pour t'aider à les faire respecter. » Ces paroles m'avaient redonné un peu d'espoir, je n'étais pas seule dans cette épreuve. J'ai passé les jours suivants à éplucher nos relevés bancaires, à noter toutes les dépenses suspectes d'Antoine au cours des derniers mois. Restaurants chics, cadeaux coûteux, réservations d'hôtels. J'ai également retrouvé des captures d'écran de messages ambigus qu'il avait échangés avec Clara, des messages que j'avais vaguement remarqués à l'époque sans y prêter attention. Mis bout à bout, ces éléments formaient un tableau accablant. Un après-midi, alors que je triais des papiers dans le bureau d'Antoine, je suis tombée sur une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un billet d'avion pour Rome, au nom d'Antoine, avec une date de départ le lendemain de son fameux SM, et à côté, un autre billet, au nom de Clara, la confirmation de leur petite escapade romantique. La rage m'a serré la gorge. J'ai pris une photo des billets avec mon téléphone. Cette preuve serait précieuse. Le jour de leur départ pour Rome, j'ai ressenti un étrange mélange d'amertume et de soulagement. Amertume de constater à quel point Antoine avait pu être lâche et insensible. Soulagement de savoir que cette mascarade était enfin terminée. J'ai décidé de me faire plaisir. Je suis allée déjeuner dans mon restaurant préféré, j'ai flâné dans les boutiques, je me suis offert un nouveau sac à main. C'était une petite forme de rébellion, une façon de me prouver que la vie continuait, même sans Antoine. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un son d'un message vocal sur mon téléphone. C'était la mère d'Antoine, René. « Sophie, ma chérie, c'est René. Antoine m'a appelé, il est très malheureux. Il dit que tu es froide et distante, que tu l'as poussé à bout. Je sais que ce n'est pas facile, mais peut-être que vous pourriez en parler calmement. Il regrette, tu sais. » J'ai soupiré. Bien sûr, il regrettait. Maintenant qu'il était pris la main dans le sac, il essayait de se victimiser et de me faire passer pour la méchante. Typique, j'ai rappelé René. « Bonjour René », ai-je dit d'une voix calme. « Antoine vous a raconté sa version, c'est normal. Mais il a oublié de vous dire qu'il m'a quitté par SMS pour partir à Rome avec sa stagiaire de 20 ans après avoir vidé notre compte joint. » Un silence a suivi au bout du fil. Puis la voix de René, soudainement moins assurée, a murmuré « Oh, je ne savais pas, il ne m'a pas dit ça. » Étonnant, n'est-ce pas?
ai-je répondu avec un sourire ironique. Écoutez, René, je n'ai rien à ajouter. Antoine a fait son choix, maintenant il doit en assumer les conséquences. J'ai raccroché, me sentant étrangement libérée. Je n'avais plus besoin de me justifier auprès de personne. Antoine avait montré son vrai visage et tout le monde finirait par le voir. Les jours suivants, j'ai continué à rassembler des informations et à préparer mon dossier pour mettre du bois. J'ai découvert qu'Antoine avait contracté plusieurs prêts à la consommation à mon insu, des prêts qu'il avait utilisés pour financer ses dépenses personnelles et, sans aucun doute, ses cadeaux à Clara. La colère montait en moi à chaque nouvelle découverte. Comment avait-il pu me mentir et me manipuler pendant tout ce temps? J'ai aussi réalisé à quel point j'avais été aveugle, préférant ignorer les signaux d'alarme plutôt que d'affronter la vérité. J'avais tellement confiance en Antoine, je l'aimais tellement. Mais il avait brisé cette confiance en 1000 morceaux. Un soir, alors que je dînais seule, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité un instant avant de répondre. « Allô ? Sophie, c'est Clara. » Un silence. Je n'avais jamais entendu sa voix auparavant. Elle était jeune, hésitante. « Oui, c'est moi, » ai-je répondu, essayant de garder mon calme. « Écoutez, je sais que c'est délicat, mais je voulais vous dire que... Antoine et moi, on est à Rome. » « Ah bon ? Je m'en doutais. » ai-je répondu, mon ton glacial. Il m'a dit que vous étiez séparés depuis longtemps, que votre mariage était terminé. J'ai ri, un rire amer et sarcastique. « Ah oui, c'est ce qu'il vous a dit ? C'est amusant parce que je n'étais pas au courant. » Un silence gêné a suivi. Clara a semblé hésiter. « Je suis désolée, » a-t-elle fini par murmurer. « Ne vous excusez pas, mademoiselle, vous n'êtes pas la seule responsable. Mais sachez une chose. Antoine est un lâche et un menteur. Il vous a menti à vous comme il m'a menti à moi. Et tôt ou tard, vous vous en rendrez compte. » J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Cette conversation m'avait laissé un goût amer dans la bouche. Clara était peut-être naïve et manipulée, mais elle était aussi complice de la trahison d'Antoine. Je savais que je devais agir vite. Antoine et Clara allaient rentrer de Rome dans quelques jours, et je ne voulais pas qu'il ait le temps de se préparer ou de manipuler la situation à son avantage. J'ai contacté Maître Dubois et nous avons convenu de déposer une demande de divorce pour faute dès le lendemain. J'étais déterminée à obtenir justice et à faire payer Antoine pour son comportement. Il pensait pouvoir s'en tirer comme ça, en m'envoyant un simple SMS et en s'enfuyant à l'autre bout de l'Europe avec sa maîtresse. Il allait vite déchanter. Mon plan commençait à prendre forme, une vengeance douce, froide et implacable. Antoine ne se doutait de rien, il se croyait probablement déjà tiré d'affaire. Mais il allait découvrir à quel point Sophie pouvait être tenace et déterminée lorsqu'on la poussait à bout. Et sa petite escapade romaine allait vite se transformer en cauchemar. Le lendemain de matin, j'étais au cabinet de Maître Dubois à la première heure. Elle avait déjà préparé tous les documents. La lecture de la requête en divorce pour faute a fait monter une vague de colère en moi. J'y ai vu noir sur blanc les détails de la trahison d'Antoine, son abandon du domicile conjugal, le retrait frauduleux des fonds du compte joint. Chaque mot était une piqûre, une confirmation de son manque de respect et de sa lâcheté. Maître Dubois même a expliqué la procédure, les étapes à suivre. Elle était confiante quant à l'issue de l'affaire. Avec les preuves que vous avez rassemblées, fait Sophie, il n'y a aucun doute. Nous allons obtenir gain de cause. Ces paroles m'ont donné une bouffée d'oxygène. Je me sentais enfin en contrôle de la situation. Antoine pensait pouvoir dicter sa loi, mais il allait se heurter à un mur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. « Sophie, j'ai une information intéressante. Antoine a contacté un avocat hier. Il semble qu'il ait enfin réalisé que les choses sérieuses commencent en Suisse. » Un sourire de satisfaction a étiré mes lèvres. Il commençait à paniquer. C'était une excellente nouvelle. Le jour de leur retour de Rome, j'ai ressenti une étrange excitation mêlée d'appréhension. J'imaginais leur arrivée à l'aéroport, leur visage bronzé et heureux, ignorant la tempête qui les attendait. Le soir même, mon téléphone a sonné. C'était Antoine. Sa voix était tendue, presque paniquée. « Sophie, il faut qu'on parle. J'ai reçu les papiers de divorce. Tu es sérieuse ?»« Très sérieuse, Antoine, » ai-je répondu d'une voix calme et assurée. « Tu as fait ton choix, maintenant tu dois l'assumer. »« Mais on peut arranger ça, non ? C'était une erreur, une passade. » »« Clara, ce n'est rien de sérieux. » J'ai failli rire. « Une passade ? Vider notre compte joint, partir en voyage romantique. Quelle définition étrange de la passade. Tu as vidé notre compte, Antoine. Tu m'as quitté par SMS. Tu es parti à Rome avec une autre.
Je ne vois pas ce qu'il y a à arranger. Mais, et notre maison? Et tes affaires? On a une vie ensemble, Sophie. Nous avions une vie ensemble, Antoine. Tu as décidé d'y mettre fin. Quant à la maison, elle est à mon nom, tu l'oublies? Et mes affaires? Je m'en occuperai. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu es cruelle, Sophie. Je ne te reconnais plus. Ah bon? C'est étrange, parce que j'ai l'impression de me reconnaître enfin, ai-je rétorqué. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses plus importantes à faire que de discuter avec toi. J'ai raccroché, le cœur battant la chamade. Il était déstabilisé, je le sentais. C'était un bon début. Les jours suivants ont été marqués par une série d'appels et de messages d'Antoine. Tous plus pathétiques sur les uns que les autres. Il essayait de me culpabiliser, de me faire croire que j'étais injuste, que je gâchais tout. Mais ces mots glissaient sur moi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. J'étais déterminée à ne pas céder. Un matin, alors que j'arrivais à la galerie, j'ai vu Antoine qui m'attendait devant la porte. Il avait l'air fatigué, les traits tirés. « Sophie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer » a-t-il supplié. « Il n'y a rien à expliquer, Antoine. Tes actes parlent d'eux-mêmes. » Mais Clara est enceinte. Un silence. Ces mots ont eu l'effet d'un coup de poignard. Enceinte, cette gamine de 20 ans portait son enfant, la nausée m'a pris. « Tu es sérieux ?» ai-je fini par balbutier. « Oui, on l'a appris pendant notre séjour à Rome. C'est inattendu. » Inattendu, il avait quitté sa femme pour une autre, vidé leur compte joint, et maintenant il m'annonçait qu'il allait être père avec cette fille. Le cynisme de la situation était à vomir. « Félicitations, Antoine », ai-je dit d'une voix glaciale. « J'espère que tu seras plus présent pour cet enfant que tu ne l'as été pour moi pendant ces 15 dernières années. » Je l'ai dépassé et j'ai ouvert la porte de la galerie, le laissant planté là, bouche bée. Je devais m'occuper de mes clients, faire comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, la tempête faisait rage. La nouvelle de la grossesse de Clara a tout changé. Je ne voulais pas d'une bataille juridique interminable. Je ne voulais pas être liée à Antoine pour le reste de ma vie à travers un enfant. Il fallait que je trouve une autre solution, une solution qui me permette de tourner définitivement la page. J'ai eu une idée audacieuse, risquée, mais qui pourrait bien fonctionner. J'ai rappelé Maître Dubois et je lui ai exposé mon plan. Elle a d'abord été surprise, puis elle a souri, un sourire complice. C'est original, Sophie, mais ça pourrait marcher. Mon plan était simple. Je ne me battrai pas pour l'argent. Je laisserai Antoine garder le peu qui restait sur le compte joint, je ne réclamerai pas les prêts qu'il avait contractés. En échange, je voulais une seule chose, qu'il me cède ses parts de la maison. La maison. C'était mon héritage, le souvenir de ma grand-mère. Antoine avait toujours voulu la mettre à son nom, mais j'avais toujours refusé. Maintenant, c'était ma seule monnaie d'échange. Maître Dubois a contacté l'avocat d'Antoine. La réponse ne s'est pas fait attendre. Antoine était furieux. Il ne comprenait pas pourquoi je ne me battais pas pour l'argent. Il pensait que j'étais folle, mais il a fini par accepter. Il était pressé d'en finir, de pouvoir commencer sa nouvelle vie avec Clara et leur futur bébé. Il a signé les papiers sans même les lire attentivement. Quelques jours plus tard, j'étais la seule propriétaire de la maison. J'avais sacrifié une partie de mon argent, mais j'avais récupéré mon foyer, mon havre de paix. Et ça n'avait pas de prix. La procédure de divorce a suivi son cours rapidement. Antoine ne s'est pas opposé, il était trop occupé à pouponner et à gérer les conséquences de ses actes. Sa relation avec Clara n'était pas aussi idyllique qu'il l'avait imaginé. Les disputes étaient fréquentes, les responsabilités parentales pesaient lourd sur ses épaules. Quant à moi, j'ai commencé une nouvelle vie. J'ai rénové la maison, je l'ai décorée à mon goût, sans avoir à me soucier des préférences d'Antoine. J'ai passé plus de temps avec mes amis, j'ai repris des activités que j'avais délaissées. Petit à petit, la douleur s'est estompée, laissant place à un sentiment de liberté et d'épanouissement. Un jour, alors que je prenais un café à la terrasse d'un café, j'ai aperçu Antoine de l'autre côté de la rue. Il poussait une poussette, l'air fatigué et dépassé. Clara marchait à côté de lui, le visage fermé. Ils ne se sont pas vus, je les ai observés pendant quelques instants. Aucune trace de colère ou de tristesse en moi, juste un vague sentiment de pitié. Antoine avait eu ce qu'il voulait, une jeunesse éphémère et une nouvelle famille. Mais il avait aussi récolté les fruits de ses choix, des responsabilités, des disputes et la réalisation amère que l'herbe n'était que pas toujours plus verte ailleurs. J'ai souri, un vrai sourire cette fois. J'avais ma maison, ma liberté et la satisfaction d'avoir pris ma revanche sans avoir à me rabaisser à son niveau. La vie continuait et elle s'annonçait bien plus belle sans lui. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu.
Sophie, c'est Clara. Je sais que tu ne veux probablement pas m'entendre, mais... Je suis partie. Antoine, il n'a pas changé. Il m'a fait les mêmes promesses qu'à toi et il m'a menti de la même manière. Je suis seule avec le bébé et je ne sais pas quoi faire. J'ai hésité un instant. Une partie de moi voulait savourer sa détresse, se réjouir de ce qui lui arrivait. Mais une autre partie, plus compatissante, a pris le dessus. J'ai répondu « Clara, je suis désolée pour ce qui t'arrive. Je ne peux pas te dire quoi faire, mais je te conseille de contacter un avocat. Il pourra t'aider à y voir plus clair. » Je n'ai pas ajouté autre chose. Je ne voulais pas m'impliquer davantage. Clara avait fait son choix, elle devait maintenant en assumer les conséquences, tout comme Antoine. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé le soleil se coucher. La vie était pleine de surprises, de rebondissements inattendus. Mon histoire avec Antoine était terminée, mais un nouveau chapitre s'ouvrait devant moi. Un chapitre que j'étais enfin prête à écrire, seule, mais plus forte et plus sereine que jamais. Et cette fois-ci, je savais que je serais l'héroïne de ma propre histoire.